Exode urbain. Ces deux mots sont apparus subitement dans le paysage médiatique depuis la crise sanitaire et reviennent comme des fantômes de l'histoire. Changement climatique, instabilité politique, mouvement de population, pandémie. Au 5e siècle, la ville de Rome est passée de 2 millions d'habitants à 30 000. Où sont partis tous ces migrants urbains? Dans d'autres villes? À la campagne? Que sont devenus les esclaves? Que sont devenues les villes? Exode urbain. Cela en réjouit certains, fait peur à d'autres. Y aura-t-il de la place pour tout le monde sur le plateau de Mille Vaches ou ailleurs? Exode urbain. Bonne nouvelle ou nouveau désastre? Et donc la première question qu'on a envie de poser à un agent immobilier en ce moment, tu la connais d'avance, c'est est-ce vrai, est-ce faux qu'il y a ce qu'on appelle à Paris par exemple un exode urbain? Alors franchement moi j'ai du mal à mesurer ça, parce que j'ai un volume d'activité en étant tout seul qui me suffit moi, mais qui est pas assez significatif pour vraiment tirer des statistiques. On sent bien qu'il y a un marché de l'immobilier qui est plus dynamique qu'il y a 3-4 ans. On sent qu'il y a des gens qui ont besoin d'espace, qui veulent changer de cadre de vie et qui fuient un petit peu la ville. Après, c'est pas un phénomène qui est vraiment nouveau et peut-être que le Covid a servi un petit peu de déclic et d'accélérateur, et puis pour ceux qui ont 3 sous de côté, les gens se disent qu'il vaut mieux investir dans une maison que de laisser ces 3 sous à la banque. C'est pas con. C'est peut-être pas con. On connaît pas le prix des maisons dans 15 ans. Et donc là, on arrive devant une maison qui est dans un hameau de la commune de Perlevade, au village de Cézéra. Et du coup, c'est une maison qui était vide depuis plusieurs années, donc j'espère que ça va marcher. Combien, du coup? Là, la maison est affichée à un prix de vente de 90 000 €. Voilà, après, comme dans toute vente et transaction, il y a souvent une négociation qui s'opère. Je viens de La Rochelle et j'ai décidé de venir habiter en pleine campagne à Saint-Mère-les-Oussines, en Corrèze, pour un retour à la terre. Disons que le premier choix, c'est vraiment de revenir ici, au cœur de la nature, au cœur d'un environnement vraiment paisible, où l'air est pur, l'eau est pure. Donc, pour moi, il y avait une question d'âge aussi, c'est-à-dire, je vais avoir 64 ans, et pour moi, il n'était pas question de vieillir toute seule dans mon appartement, etc. Donc, j'avais envie vraiment d'essayer la vie communautaire avec un aspect transgénérationnel. Donc, ça m'importait. Bon, retour à la terre, donc... ça, pour moi, c'est même un tour à la terre, quoi. Je dirais. Ouais, on a mis en place des poules, un potager avec un poulailler, des poules qui vont avec. On a même eu quelques poussins récemment qui sont nés
et retrouver le contact avec les animaux, même s'ils sont un peu limités, quoi. Mais l'autre jour, j'étais en train justement de gratouiller la terre. Il y avait les poules, le coq et les 2 chats autour de moi. Je me disais, c'est quelque chose du bonheur quand même, ça. Pour ma part, j'ai envie de voir des gens venir s'installer. Après, en ce qui me concerne, je n'ai pas de public cible. Je ne sais pas si on peut parler comme ça. Je pense que ce qui est important, enfin ce à quoi on veille, nous, à Perlevade, où on essaye, c'est justement qu'il y ait des personnes différentes qui viennent s'installer et qu'il y ait une mixité, en fait. Mais du coup, est-ce que, comme ça s'est passé à plein d'endroits, est-ce qu'on ne voit pas au bout d'un moment les prix monter et du coup faire un peu le tri aussi? Ouais. Pour le moment, moi, à mon niveau, je ne peux pas dire qu'on constate une hausse des prix. Mais on entend des histoires, surtout une histoire en particulier de propriétaire qui a reçu un chèque de 15 000 balles sur la table et qui du coup n'a pas hésité à vendre à cette personne plutôt qu'à une autre qui pourtant était depuis des années sur le plateau et cherchait à s'installer. D'accord. Je suis pas au courant de cette histoire, du coup. Ça on peut le faire quand les gens vendent en direct, mais quand on passe par l'intermédiaire d'une agence ou d'un professionnel, c'est interdit. Ça m'étonne, non, pas vraiment. Après, je pense que ça c'est toujours un peu fait, les dessous de table. Du coup, pour en revenir quand même au prix en général, pour le moment, je constate pas de flambée des prix. Je pense qu'on reste quand même la zone où l'immobilier est en moyenne le moins cher de France, quasiment. Ici, on est dans la salle du bar de l'ancien hôtel. C'est la pièce dans laquelle on a vécu cet été, mais là, avec le froid, on s'est rapatrié en haut, donc là, il y a surtout beaucoup de stockage de bordel en tout genre. Et tous les murs ont été cassés à l'automne pour faire sortir la pierre, aider à sécher, aérer le bâtiment. T'avais du placo, de l'enduit, des trucs comme ça. J'ai trouvé des journaux qui dataient du jour de ma naissance dans le mur. Derrière les placos. Là, on va sortir de l'hôtel. Donc les seuls extérieurs qu'on a, c'est ce triangle de béton. Et là, on peut voir la ruine qui est derrière l'hôtel. Donc je trouve ça assez drôle, le contraste entre l'avant avec l'église, les jardins qui sont assez propres, assez jolis, et puis cette jungle un peu derrière. Depuis qu'on est arrivé, il y a pas mal de pierres qui sont tombées. Bon, ça... Sur les photos aériennes des années 50, on voit des maisons, quoi. Donc ça s'est cassé la gueule assez vite, quoi. Et du coup, ce mur, il est quand même impressionnant, quoi. Ça coupe. C'est le cadastre, j'imagine. Ouais, c'est des cadavres. On s'est rencontrés dans des mouvements écolos en ville en genre 2018-2019. Et après avoir ouvert plus ou moins ou traîné dans des squats en ville, on avait envie de faire ça ailleurs. On s'y est attaché, on s'est projeté dans le coin et donc on a eu envie de récupérer ce bâtiment. Et voilà, c'est un peu sur le modèle de ce que fait l'Arban à Faux, c'est des chambres pour 1 ou 2 ans pour des gens qui ont envie d'arriver dans le coin ou alors qui sont déjà dans le coin et qui galèrent parce que ici le logement c'est compliqué. Mais la question du coup c'est plutôt quelle sorte d'exode urbain pourrait permettre une vie soutenable, quoi. Si y a un exode urbain de type j'achète ma maison en mode terrain privé machin, c'est pas plus écolo que de vivre en ville, quoi, je sais pas. Mais après sur le fait de la possible réalité exode urbain, il y a un truc peut-être qu'on peut dire de l'effet Covid qui change radicalement la perspective de vie en ville
on peut, genre, le foisonnement que nous on a pu vivre pendant nos années en ville, les gens qui y arrivent maintenant, les gens qui ont fait leur première année de fac cette année et qui ont vécu tout en présentiel dans leur chambre étudiante. Ils n'ont pas de nouveaux potes, quoi. Et ils ont pas de nouveaux potes, et puis enfin il y en a plusieurs qui se sont jetés par la fenêtre aussi. Enfin, genre c'est. Ma dernière question, c'est quoi Les points de voisinage. Les oiseaux. Les oiseaux. Qu'est-ce que ça fait de vivre en réalité, c'est-à-dire en dehors des univers à angle droit que sont les métropoles? Est-ce que les oiseaux, les arbres, les fleurs ont une influence sur vous? Alors on tient à préciser à la caméra que nous faisons tous les soirs des cérémonies autour des arbres de la forêt en nous tenant la main et en chantant des chansons, voilà. Non mais enfin ouais, faut vraiment préciser qu'on vient vraiment pas tous de la ville et qu'on a tous grandi dans des endroits qui étaient plus ou moins urbanisés, voire pas du tout, et que donc les oiseaux et les fleurs, merci, enfin j'ai pas découvert ça en arrivant là et il y en a plus chez moi et voilà, enfin genre je sais pas. Moi ça me l'a vraiment fait, hein. C'est-à-dire tu découvres un paysage qui te touche, puis après tu commences à vivre dedans et puis au bout de quelques années, d'ailleurs c'est pareil avec les voisins, au bout de quelques années tu commences à les entendre en fait. En fait, ça dépend pas vraiment, j'ai l'impression que ça dépend pas de l'endroit où t'es, ça dépend juste de à quel point tu te sens lié à genre l'environnement, enfin ce qu'on peut appeler la nature. Bon, ça veut rien dire, je sais, mais. Si. Enfin, genre à quel point tu te sens en interaction en fait avec les autres êtres vivants. Je pense que, ouais, que tu sois en ville ou pas, maintenant je me sens vachement liée et du coup. Si je suis en ville, genre, je vais être autant ébahie devant un pigeon que si je suis dans la forêt. Voilà. Enfin, genre. Et maintenant, je me sens en interaction, genre, enfin, je sens que je vis parce qu'il y a d'autres êtres vivants et que c'est. Enfin, voilà, qu'on va ensemble, quoi. Du coup, même quand j'étais à la campagne, avant que je m'intéresse à ça, j'étais quand même déconnectée parce que tu vis quand même. Bah ouais, comme tu dis, genre dans une maison chauffée, enfin genre j'avais la télé et voilà, je regardais la télé quoi. Une chose est sûre, la crise sanitaire aura encore augmenté le besoin d'écologie dans les imaginaires contemporains. Mais ce besoin d'écologie est-il d'une nature individuelle, collective, politique? Et en cas de réel exode urbain, comment éviter certaines conséquences, comme la montée des prix immobiliers? Comment éviter ce que certains appellent déjà la greentrification? Un terme qui ne plaît pas à tout le monde, encore moins à certains militants du plateau de Mille Vaches. La gentrification, en fait, c'est une espèce de contraction de jeu de mots qui a été imaginée par un collègue anglais pour montrer qu'il y avait un lien très direct entre la demande d'environnement, de nature, de paysage et le processus de gentrification. Donc bref, on a fait du travail quantitatif sur base de questionnaires et puis toute une série d'entretiens auprès d'acteurs sur 3 terrains différents au sein du PNR de Mille Vaches. Les travaux dont tu parles, c'est les gens de l'université de Limoges qui sont venus en 2014-2015. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai découvert dans leur papier le terme d'altergentrification. Et je veux dire l'idée que du coup c'est l'arrivée de pratiques alternatives sur un territoire qui chasse les gens non pas par la flambée des prix de l'immobilier mais le changement du mode de vie, parce que ça assumait que les gens qui arrivaient sur le territoire n'avaient pas forcément plus de thunes. En fait, la gentrification, elle ne se pose, enfin, elle peut concerner des gens qui font le choix, en venant habiter sur Mille Vaches, d'être peu pourvus, de faire des sacrifices du point de vue économique, financier, parce qu'ils ont le salaire plus bas, ils renoncent à des carrières professionnelles confortables, etc. Mais par contre, en s'appuyant sur des capitaux sociaux et puis les capitaux culturels, évidemment, ils peuvent avoir une influence très forte. Je pense que c'est le même phénomène dans d'autres régions. Sur la côte d'Azur, il y a des retraités aisés qui viennent s'installer, et quand il y en a un, il y en a deux, et quand il y en a deux, il n'y a plus que ça. Ça Ça m'inquiète un peu, ouais. Il nous dit les éoliennes créent des nuisances pour chez moi par rapport aux ultrasons, au bruit.
Bon, très bien, mais en ce cas-là, tu te dis, mais les éoliennes, elles étaient là depuis 15 ans, pourquoi acheter une maison à 3 km des éoliennes et du coup remettre en cause ce que pas mal de monde a construit depuis des années. Et ben là, on est sur une petite maison de centre-bourg avec quelqu'un qui vient de La Rochelle. Ça peut paraître surprenant, en général, entre La Rochelle et Perlevade, les gens penseraient plutôt qu'on est mieux là-bas. Mais pour revenir au truc de l'éolienne, du coup, ouais. L'étude des géographes qu'on est allé interviewer à Limoges nous disait précisément ça. Il nous disait le problème de la gentrification, c'est qu'on l'entend toujours en termes économiques. Ouais. Alors que d'abord, la gentrification, c'est aussi un processus social. En fait. Bah, moi, c'est plus comme ça qu'on le ressent ici, hein, et que ça s'applique. Oui, c'est plus un processus social et culturel et tout de suite, quand on a des discussions, on se retrouve avec des gens documentés qui ont des arguments et qui, c'est un peu la crainte ou le ressenti de pas mal d'élus dans le coin, où on se retrouve vite un peu démunis dans les discussions en fait avec pas mal de personnes parce que les gens ont fait des études, bossent leur sujet, voilà. Bah, oui, enfin la question n'est pas trop de savoir si on avait raison ou pas, c'était même pas une intuition, c'était une bête hypothèse de travail qui était appliquée à un territoire original pour la tester. Ça veut dire quoi que le plateau se gentrifie? Enfin, en vrai, toute la dynamique là qui est en train de se créer sur le plateau, c'est quoi? On crache dessus? Enfin, c'est sans doute une des dynamiques les plus intéressantes sur le point de vue de l'organisation collective à une échelle moins qu'un département, mais sur quand même 50 bornes sur 50 bornes. Enfin, au contraire, il y a tout un foisonnement de trucs à l'essai, à l'expérimentation ici. Je trouve pas du tout qu'il faut cracher dessus. Il y a aussi des endroits comme Beaumont-du-Lac, par exemple. C'est une commune à 70-80% de résidences secondaires selon les chiffres de l'INSEE. Et c'est vrai que quand on y passe ailleurs que l'été, le visage est très très mort. Et pourtant, j'ai l'impression que ces gens-là ont très très peu de problèmes avec les voisinages. Alors que des gens comme des expériences comme les vôtres, il y en a, heureusement, ça se passe quand même bien souvent, mais il y a quand même aussi des trucs avec le voisinage qui grippent. Peut-être aussi que tout ce qui est résidence secondaire, etc., il y a un rapport différent. Hein. Il y a un truc que t'apportes différent au village. Genre, j'ai l'impression que peut-être ça t'apporte de la thune parce que tu vas consommer les trucs touristiques et tout ça. C'est... peut-être on reçoit... c'est plus facile à accepter, puis voilà. Oui, ça fait des collectifs qui débarquent, ils apportent autre chose. Ils apportent peut-être du mouvement, des changements d'habitude, etc. Donc... Une des questions importantes, c'est à quel point est-ce que tu vas réussir à trouver une place dans le territoire dans lequel tu arrives. Et ça veut dire s'intéresser aux gens qui l'habitent, à l'histoire du territoire. S'il y a des Parisiens riches qui veulent faire du télétravail et continuer à bosser dans leur putain de boîte de marketing et qui peuvent mettre 20 000 € de plus que les autres, c'est eux qui auront la maison, et voilà. Après, à part aller les voir avec je me vois pas aller les tèges, surtout j'ai l'impression que c'est un des rares territoires où justement il va y avoir une résistance organisée potentiellement si jamais il y a des personnes avec un mode de vie de riches qui arrivent, qui débarquent en masse et qui rachètent tout un tas de maisons, quoi. Enfin, qu'il y a les structures capables de rachat collectif, d'avoir du fonds immobilier pour orienter plutôt d'une façon sociale, progressiste, l'arrivée en milieu rural, quoi. Même si y avait une révolution qui s'instaurait, un contre-pouvoir, potentiellement ça deviendrait attractif pour des habitants qui seraient précisément attirés par un modèle de société
auxquels ils adhèrent et qu'ils ont envie de partager. Et du coup, je vois pas comment, enfin, dans une logique de marché où il y a la propriété est sacro-sainte, sauf à tout collectiviser, je vois pas comment on pourrait échapper à des logiques de gentrification. Et quand bien même ce serait collectivisé sur le plan foncier ou immobilier, eh bien tout le monde n'aurait pas le privilège d'être élu, choisi ou retenu pour habiter dans un territoire où il y a de la pression. Donc ça serait une autre forme de sélection, mais enfin voilà, je suis pas sûr que ça marche, quoi. Un territoire qui est attractif, il est attractif, point barre. S'il y a de la place, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, ça devient sélectif. Tandis que certains imaginent des réseaux d'entraide, d'autres ne le voient pas du même œil. Cela fait longtemps que le département de la Creuse produit des publicités pour le plateau de Mille Vaches, pour sa nature, son lac exceptionnel, ses pédalos. Deux youtubeurs ont récemment produit une vidéo de promotion sur la Creuse, sur fond de crise sanitaire et de fermeture des frontières. C'est quand même très loin de l'image de campagne morte qu'on imagine. Il y a quelques mois, je vous ai demandé sur Instagram ce que la Creuse vous évoquait. Et je dois dire que les réponses ne donnaient pas très envie d'aller découvrir ce département. Mais ceux qui me connaissent savent que je m'arrête pas à ce genre d'idées préconçues, et ce que je vous propose, c'est d'aller vérifier ça par nous-mêmes. En fait, c'est les Black Blocs. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Bon, c'est parti pour l'ascension. Oui, ok. Ça va, Mehdi? Ah ouais, je vais... Parce que j'ai un petit vertige, ça c'est le petit secteur, mais ça va aller, hein, il faut pas le faire. C'est un concerto. Alors avant, ouais, c'était principalement des pays étrangers en fait. Effectivement, c'était l'Iran, c'était l'Algérie, c'était Taïwan, c'était la Géorgie. Enfin voilà, c'était beaucoup de destinations étrangères. Et évidemment, la crise sanitaire a accéléré le recentrage sur la France. Et donc, j'ai contacté en fait l'office de tourisme de la Creuse pour leur dire, voilà, pour leur proposer un projet ensemble. Et c'est parti! On a filmé pas mal de choses. On a filmé le château de Boussac, on a filmé évidemment Crozant, on a filmé le plateau de Mille Vaches. L'un des clichés, ça va être le fait que c'est peut-être un peu arriéré comme beaucoup de territoires ruraux. Donc on a eu cette partie un peu sur le dynamisme économique et l'innovation. La Creuse a certes encore un peu de chemin avant de devenir la Silicon Valley française, mais n'empêche qu'on y trouve des entreprises vraiment innovantes. L'idée, c'était aussi de montrer que c'était pas forcément une destination troisième âge.
Moi, dans le format des curiosités, je me spécialise vraiment sur tout ce qui est folklore et patrimoine pour faire effectivement redécouvrir le territoire sans faire de redites avec Tolt, avec la vidéo de Tolt, sur un aspect peut-être plus légendaire, sur des traditions un petit peu oubliées. On est aux Gorges d'Anzem et je me trouve sur le pont du diable. Le diable, en bon vicieux, leur a évidemment proposé un marché, celui d'achever ce pont en une seule nuit en échange d'une âme. Les villageois en bons chrétiens ont pas mal hésité, mais finalement, ils ont décidé d'accepter la proposition du diable. L'un de mes objectifs à travers la série N'a les parents, c'est clairement de réhabiliter, entre guillemets, la ruralité. Parce que pendant des dizaines d'années, on a un peu tapé sur la campagne, on a un peu tapé sur la ruralité. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on en a besoin. Et puis, crise sanitaire ou pas, on va devoir se tourner vers un tourisme plus local et plus respectueux des écosystèmes. Est-ce que vous croyez à l'effondrement ? Oui. Je pense de toute façon, tous les scientifiques le disent, on vit un effondrement biologique aujourd'hui. Donc c'est même pas une question d'y croire en fait, est-ce qu'on écoute les scientifiques ou pas ? Et si on écoute les scientifiques, oui, il y a un effondrement. Et par rapport à la question de l'effondrement ? Oui, l'effondrement. Tu y crois ? Je crois que il est déjà là. On constate qu'il est à tous les niveaux. Donc au niveau culturel surtout, au niveau social, au niveau de l'éducation. Il n'y a plus grand monde qui veut devenir prof actuellement. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui veulent être médecins de campagne. Mais il y a un effondrement, de toute façon, on le voit au niveau du climat, des règlements climatiques. Si on fait la liste, on pourrait y passer la nuit, quoi. Et du coup, si on regarde dans l'histoire, quand il y a eu des effondrements, à savoir l'effondrement romain, l'exode urbain qu'il y a eu au 5e siècle, c'était pas un processus de gentrification. C'était vraiment C'est vraiment des gens qui sont installés à la campagne, mais parce que la civilisation a changé de visage, en fait. J'ai pas d'avis tranché là-dessus. Pendant ce temps-là, à Villarceau, en région parisienne, universitaires, militants et membres d'associations se rassemblent pour préparer ce qu'ils nomment les états généraux du post-urbain. Pour eux, l'effondrement peut être évité, à condition de s'attaquer à l'origine du problème qui serait, selon eux, la métropole. Et devinez où auront lieu ces états généraux du post-urbain ? Sur le plateau de Millevaches, à Ned, en octobre 2021. Eh bien, bienvenue pour ce temps de travail sur la question de la société écologique post-urbaine. On a eu plusieurs échanges en visio dans ce grand moment d'humanité que nous partageons depuis un an tous ensemble, parce que l'objectif initial des États généraux, c'est d'arrêter de gloser sur ce que pourrait être un avenir désirable. Il y a bien un problème fondamental avec la grandeur et la grosseur urbaine, avec la démesure qui nous a été imposée depuis des décennies, pour pas dire des siècles durant. Ici vont se mettre les personnes dont le prénom commence par A, donc tous les Adolphe, etc. Et là-bas, les personnes dont le prénom commence par Z. Et après, c'est pas la fin du monde, hein. Si on se plante, ça va aller, on va survivre. En fait, aujourd'hui, on est dans un système où le changement qu'on doit tous accomplir, il est d'ordre écologique. Quand j'ai vécu en métropole, j'avais ce sentiment que l'expérience corporelle du béton empêchait mon imagination. Et en fait, la métropolisation, c'est la forme spatiale d'un mode de relation, d'un mode d'existence que moi je préfère appeler pétropole, parce que métropole, bien sûr, encore une fois, par renversement de la phallocratie, ils te reprennent le truc métro, style mater, la mère, la matrice, etc. Absolument pas, la vie de mère, absolument. Pétro, patriarcat, hein, le lapinisme phallocratique. Et là, en plus, c'est pétrole, c'est génial, c'est la bagnole, c'est le plastoc. C'est comme si c'était un impensable de se dire la ville pose problème. Parce qu'on nous l'a tellement vendu, tellement marketé, tellement fait rêver et tellement glorifié que je pense que là on a une clé et un verrou pour faire voler en éclats des choses et laisser de la place à autre chose. Les villes ont grandi parce qu'on a vidé les campagnes. Et pourquoi on a vidé les campagnes ? Parce que ce qu'on appelle le progrès, c'est l'arrivée de la révolution verte, donc c'est l'arrivée de l'énergie abondante et pas chère,
qui a alimenté la Révolution verte et qui a alimenté les machines pour avoir des ouvriers pour faire tourner les machines. Donc, vous remarquerez que le progrès, il est toujours accompagné de l'augmentation de la consommation d'énergie. Pour ceux qui étaient les gourds, c'est un petit rappel. Et je ne pense pas qu'il y ait un pilote dans l'avion, moi. Je pense qu'il y a des possibles et qu'on va on va naturellement, enfin l'ensemble va naturellement vers la pente de plus grande facilité. Mais les paysans qu'on a chassés de Creuse, ils quittaient pas la fleur à la bouche. Hein. Ils partaient parce qu'ils perdaient leur dignité. Mais parce qu'on avait fait une agriculture qui ne leur permettait plus de vivre dignement. Et on leur faisait perdre doublement. Parce que s'ils restaient, ils la perdaient. Et en partant, ils la perdaient. Et donc, les villes se remplissent, oui, parce qu'on a vidé les campagnes. Je sais pas, oui, tu as évoqué les migrants, là. Je ne sais plus qui parlait tout à l'heure. Voilà, oui, tu as évoqué les migrants, mais les migrants, pourquoi ils viennent dans les villes? Parce qu'on a tué leur agriculture, on a tué les modèles agricoles dans un tas de pays. Et c'est notre modèle à nous qui a tué les modèles agricoles dans ces pays-là. Je pense qu'il y a plein de gens qui seraient prêts à vivre, s'ils pouvaient vivre normalement, correctement. Ils s'enrichissent, ils s'en foutent, c'est pas le problème. Mais on a détruit ces systèmes. Et donc on remplit les villes. Effondrement, inégalité sociale, exode urbain. À quoi ressemblera le plateau de 1000 vaches en 2030 ou en 2050 ? Il est toujours utile de passer par l'histoire pour imaginer l'avenir. Rendez-vous autour des ruines gallo-romaines d'Écart, près de Saint-Mère-les-Oussines, en compagnie de Jean-François Vigneault, conteur occitaniste et véritable réservoir à histoire limousine. Alors Jean-François, que nous racontent ces Romains ayant vécu ici, sur le plateau de 1000 vaches, il y a près de 2000 ans ? Moi, ce qui m'intrigue dans ce lieu, c'est l'implantation. Pourquoi on est venu se foutre d'un funky dans ce fond-là? Est-ce que c'est qu'il y avait une telle densité de villae gallo-romaine qu'on prenait ce qui restait? C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Moi, c'est l'implantation vraiment qui m'étonne le plus ici. Est-ce qu'ils fuyaient quelque chose, Alain? S'ils ont fui quelque chose, le moment où on pouvait fuir, c'est au moment de l'époque qu'on appelle les grandes invasions, c'est-à-dire à la fin du IIIe siècle, puis le IVe siècle après Jésus-Christ. On est dans une époque d'instabilité, une époque de raids, une époque de razzia. Donc une ville comme Augustoritum, qui était une ville prospère, brillante, surtout qui n'avait pas de rempart, absolument pas défendue, il faisait pas trop bon y rester. Ce qui montre ça, ce sont les travaux des archéologues, encore une fois, parce qu'on a vu la multiplication des trésors monétaires sur cette époque-là. C'est-à-dire que si tu vas enterrer le fric au fond de ton jardin, c'est qu'a priori, tu es dans une époque un peu instable. Et toutes les pièces de monnaie peuvent être datées des mêmes empereurs. Donc on a vu qu'à ce moment-là, et à la même époque, on a vu se multiplier à 10-15 km autour de cet Augustoritum, on a vu se développer les fondations de villae. C'est-à-dire ils allaient se mettre au vert parce qu'ils attiraient un peu moins les convoitises en étant comme ça un peu camouflés dans la campagne. Et on sait très bien depuis cette époque-là que les époques de paix sont toujours des époques d'optimum climatique. C'est toujours des moments où le climat est stable, où il n'y a pas de grande crise alimentaire et du coup il n'y a pas de désordre politique, il n'y a pas trop de déplacement de population. Je pense, moi au départ, mon projet c'était de rester en ville parce que je me disais en même temps, si tout le monde quitte les villes, si tous ceux qui essaient d'améliorer la vie, quittent la ville, alors il ne restera plus personne. Donc. Ou les pauvres, il restera les pauvres. Oui, les pauvres, oui, et puis les. Oui, ouais. Et moi, je pense à tous ceux qui sont à la Courneuve, à Argenteuil, et qui, eux, n'ont aucune alternative. Et la dernière, mais elle n'est pas dernière, elle est même première, c'est autour de la question sociale et des cultures populaires dans le rapport au post-urbain. Moi, je vois des gens qui vivent la galère tous les jours, qui ne savent pas comment ils vont payer leur loyer, s'ils vont être expulsés, très conscients que cette histoire de recyclage ou autre, on leur raconte des blagues. Est-ce que
des gens du plateau de Mille Vaches iraient rendre visite à des gens qui aujourd'hui sont en milieu urbain et dialoguer de qu'est-ce qu'ils essaient de construire pour ouvrir un avenir à tous. Il y a eu vraiment un confinement qui a traumatisé tout le monde, qui était le premier. Et puis maintenant, ça se normalise. Donc la grenouille dans l'eau bouillante, en fait, elle a pris la température, elle s'est réhabituée, elle est encore vivante. Donc il y a un côté comme ça où il va y avoir plusieurs vagues. Toi, tu voudrais que l'exode urbain, il ait vraiment lieu? Mais il n'aura jamais totalement lieu. Non. Mais que pour partie, il ait lieu. Oui, véritablement. Parce que pour les locaux, pour les campagnes, c'est quand même plus stimulant. Pour moi, l'écologie, c'est vraiment une question globale, c'est-à-dire que l'écologie, c'est aussi les relations entre les gens. Enfin, voilà, je veux dire, il peut y avoir une forme d'écologie greenwashing, là. Et à part ça, en quoi est-ce que vous croyez ? En quoi est-ce qu'on croit? Il y a des matins où on voit tout en noir et on se dit que c'est mal barré pour l'avenir de nos enfants. Et puis d'autres jours où finalement on se dit qu'il y a plein de solutions, mais j'en sais rien en fait. Ce que je crains, c'est que c'est très négatif du caractère presque animaux chez nous, les êtres humains, hein, comme l'avidité, comme l'égocentrisme, comme le mensonge, tous ces traits qui nous habitent, la véhémence, le monde politique en est plein. Donc je crains que... Enfin, il faut un rapport de force énorme, parce que ceux qui décident aujourd'hui... c'est même comme si le fait qu'ils aient des enfants et qu'ils ne sont pas sûrs que leurs enfants puissent profiter aussi de cette beauté, ils n'en ont rien à faire, quoi. C'est comme s'ils ne savaient pas qu'ils vont mourir, c'est comme si... Je suis pessimiste à ce niveau-là, moi. Exode urbain, effondrement, inégalité sociale. Chacun peut sentir que ce monde le dépasse et que les actions individuelles ou collectives ne semblent guère changer le cours des choses. Et pourtant, il n'y a pas d'autre choix que de croire en ce qui pourra faire la différence. Mais savons-nous au moins en quoi nous croyons, nous, humains, en 2021 ? Ou plutôt, sommes-nous encore capables de croire collectivement en quelque chose ?